Bienvenue. Je suis Walter Thomas, chargé d'affaires innovation de l'Agence de développement économique Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Aujourd'hui, le sujet que nous allons traiter, c'est la licence et l'acquisition des marques, un sujet qui est extraordinairement sous-exploité. Des vrais leviers pour booster votre croissance, c'est le moment, maintenant ou jamais, d'y comprendre un peu plus. Je serai accompagné de mon collègue Alexandre Loncle, chargé d'affaires de développement économique lui aussi à l'agence. Mais surtout, on aura la chance d'avoir quand même des intervenants extrêmement préparés sur le sujet. Marie Millet et Cécile Gallet, chef de projet chargé d'affaires propriété industrielle. On a donc Cécile Gallet, merci d'être là. Bonjour. Marie Millet, juriste chargé d'affaires propriété industrielle, justement encore à l'INPI. Merci d'être là. Bonjour à tous. Et aussi, on aura, on peut dire, des interventions quand même et des retours d'expérience extrêmement intéressants. On a l'occasion d'avoir Nausicaa Pumping, responsable marketing et partenariat marque et licence à la ville de Lyon. Bonjour. Merci Nausicaa. Et Valérie Malfroy, la directrice de Malfroy Millon. Bonjour. Démarrons tout de suite sur le sujet. Je laisse juste quelques instants à mon collègue de présenter l'agence et puis on démarrera très vite. Merci Walter. Merci Walter. Donc en effet, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est l'agence économique de la région. C'est une association qui accompagne les entreprises industrielles et de services à l'industrie à chaque étape de leur développement. Nous intervenons pour cela sur plusieurs thématiques clés. En premier lieu, le développement économique, en apportant conseils et financement, notamment pour le développement des capacités de production. Nous sommes présents également sur l'innovation, en identifiant des dispositifs régionaux et nationaux d'aide à l'innovation en fonction des projets des entreprises. Nous disposons également d'une cellule Europe spécialisée sur les aides européennes. Nous intervenons sur le développement à l'international en organisant des actions collectives et en participant à des salons. Nous mettons en relation les entreprises avec notre réseau à l'étranger. Nous disposons également d'un pôle intelligence économique et veille territoriale qui réalise des analyses sectorielles et de la veille stratégique qui est utile aux dirigeants pour comprendre les dynamiques territoriales et les éclairer dans leur prise de décision. Au niveau des ressources humaines, nous accompagnons également les fonctions RH pour améliorer l'attractivité des entreprises et la fidélisation des salariés. Et enfin, nous travaillons sur la recherche de locaux et de terrains avec le site Invest in Auvergne-Rhône-Alpes pour permettre de faciliter l'implantation de nouvelles usines sur la région. Donc vous l'aurez compris, notre mission est d'informer et orienter les entreprises et c'est dans cette logique que nous organisons régulièrement différents formats d'événements pour partager des informations et des retours concrets grâce à des webinaires thématiques comme celui d'aujourd'hui pour décrypter un sujet précis. Nous organisons également des ateliers pour approfondir des problématiques très opérationnelles et nous mettons en place également des rencontres sectorielles et des événements territoriaux qui rassemblent les acteurs d'une même filière ou d'un même bassin économique. Pour en savoir un peu plus sur notre association, ce que je vous propose, c'est d'aller sur notre site internet auvergne-rhône-alpes-entreprise.fr où vous pourrez prendre contact avec des chargés d'affaires de votre département. Voilà, je laisse maintenant la parole à Cécile pour nous présenter l'émission de l'INPI. Merci beaucoup Alexandre. Donc en quelques mots, pour donner un petit peu le cadre de cette intervention qui s'inscrit dans un partenariat que nous avons avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Donc on organise 2 webinaires chaque année. On essaye de travailler les sujets autour de la stratégie d'entreprise pour essayer d'intégrer les sujets de la propriété industrielle au bon niveau dans la stratégie globale. Donc, ça fait partie des missions de l'INPI d'accompagner les entreprises et de communiquer sur la propriété industrielle pour essayer de sensibiliser les entreprises, notamment de notre belle région. On a aussi des missions de délivrance de titres, de lutte contre la contrefaçon, et puis on a un volet maintenant administré, c'est-à-dire gérer la plateforme où les formalités d'entreprise peuvent être réalisées. Donc voilà un petit peu le panorama de nos missions. Et pour vous donner un aperçu un petit peu en quelques chiffres de l'INPI aujourd'hui,
C'est 808 collaborateurs et donc qui sont regroupés autour de 13 implantations en France. Donc chaque région a une implantation et en Auvergne-Rhône-Alpes, on a la chance d'avoir 2 implantations, l'une à Lyon et l'une à Grenoble. On est également présent sur les territoires à l'international avec 9 zones stratégiques où on a des correspondants INPI, des conseillers qui sont là pour aider les entreprises françaises à se développer sur ces zones géographiques. Donc, ce sont des relais et à la disposition des entreprises pour être à leur côté sur l'export notamment. Côté dépôt, on a aujourd'hui presque 17 000 dépôts de brevets en France pour l'année 2025. Les marques, on a plus de 103 000 dépôts de marques pour le territoire France également et 5 300 de dépôts de dessins et modèles. Donc voilà un petit peu en quelques chiffres nos actions. Je vais laisser maintenant la parole à nos participantes et témoins autour de la question de la licence et de l'acquisition de marques. Et je vais laisser tout de suite la parole à Marie qui va d'abord commencer sur les explications de qu'est-ce qu'une marque pour recentrer un petit peu le sujet et pour pouvoir ensuite aller plus loin sur la partie licence. Alors oui, l'idée aujourd'hui, c'est de vraiment travailler autour de la marque. Donc la marque comme étant une base pour des licences ou pour être vendue ou achetée. Et du coup, l'idée, c'est quand même de savoir qu'est-ce qu'une marque à la base. Donc c'est un titre de propriété industrielle. On a vraiment un certificat qui dit que c'est à nous. Ça va porter sur un signe distinctif. Le terme signe distinctif, ça regroupe vraiment le fait d'avoir sa marque qui est protégée, on va dire, sous sa forme la plus simple, on va dire, écrite simplement, sous sa forme figurative, donc avec un logo et plein d'autres possibilités de marque. Avoir une marque, c'est vraiment avoir un monopole d'exploitation sur des produits et services pour avoir soit le droit d'interdire les autres d'utiliser le même terme que nous, le même logo que nous, sur un marché pour vendre les mêmes produits ou services. On est sur une notion de territoire, donc si on enregistre à l'INPI, on est protégé pour le territoire français, on peut être protégé pour le territoire de l'Union européenne ou plus loin. Donc chaque territoire aura son propre titre. Donc, si on va être protégé sur d'autres territoires que le territoire français, il faudra aller faire d'autres dépôts que celui qui sera fait à l'INPI. Vous êtes protégé pour une durée de 10 ans. Donc, vous faites votre dépôt, celui-ci court pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, il faut le renouveler et surtout ne pas oublier de le renouveler. Obtenir une marque, c'est quand même des conditions de validité. On n'obtient pas une marque en premier arrivé, premier servi. Ce n'est pas cette logique-là tout à fait. On a quand même des conditions de validité. Donc, effectivement, il faut que ce soit disponible, qu'il n'y ait personne d'autre qui ait déjà réservé ce nom-là. Il faut qu'elle soit distinctive, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle désigne les produits et services que l'on va vendre ou rendre et qu'elle soit licite, bien évidemment. Pas d'atteinte à l'ordre public, pas de drapeau dans le signe, ce genre de choses. Maintenant qu'on s'est basé un peu sur qu'est-ce qu'une marque, j'ai voulu vous remettre un peu les coûts des dépôts pour se protéger. Donc, au niveau de l'INPI, on est à 190 € pour une classe de produits et services et 40 € par classe supplémentaire. Les classes, c'est là où sont rangés les produits et services. Donc, il y en a 45. En fonction de ce dont vous avez besoin, vous pouvez en avoir besoin d'une seule ou de plusieurs. Ce qui compte, c'est les produits et services que l'on va mettre à l'intérieur. Mais voilà, ça a un coût. Donc, 190 € pour une classe, 40 € par classe supplémentaire au niveau de l'INPI, donc pour le territoire français. Au niveau de l'Union européenne, pour être protégé dans les 27 pays de l'Union européenne, ce sera un titre vraiment unitaire qui protège sur tout le territoire de l'Union européenne, donc y compris la France. On est à 850 € pour une classe, 50 € pour la deuxième classe et 150 € par classe supplémentaire. Et une fois qu'on a l'une de ces deux marques, une marque française ou une marque de l'Union européenne, on peut demander une extension à l'international et bénéficier du système de Madrid qui va permettre de faire un dossier centralisé et ensuite aller chercher sur quel territoire on va être protégé. Donc, c'est une marque avec une taxe de base autour de 600 €. Vous verrez, je traduis volontairement en euros, mais tout est en francs suisses parce que l'OMPI est basé à Genève.
Et après, suivant les pays que l'on va chercher, on a soit des taxes forfaitaires à une centaine ou 200 €, soit on a des taxes en fonction des classes, mais un calculateur de taxes est disponible si besoin. Ensuite, une fois qu'on a une marque, il faut la faire vivre. Et c'est là tout l'objet de notre webinaire du jour. La faire vivre comment? C'est-à-dire qu'il faut, si on a des événements qui interviennent dans la marque, donc si on la vend, si on la licencie, si on change de nom de société qui la détient, on change d'adresse, etc., il faut faire inscrire au registre national des marques ces changements-là. Bien évidemment, il ne faut pas oublier de la renouveler parce qu'il ne faut pas briser la chaîne d'antériorité du droit. Il faut l'exploiter soi-même ou la faire exploiter par une licence, par exemple, pour avoir des preuves d'usage de sa marque. On a 5 ans à partir de l'enregistrement pour exploiter sa marque. Ensuite, il faut bien évidemment surveiller l'usage de sa marque par soi ou par notamment son licencié et surveiller si personne ne nous copie. Donc, vraiment faire de la veille et si on détecte des copies, agir en contrefaçon pour vraiment se protéger au mieux. Donc, ça ne suffit pas d'avoir une marque, il faut vraiment derrière la faire vivre. Et donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous 2 personnes qui ont des portefeuilles de marques et qui, du coup, vont pouvoir nous les présenter. Donc, je pense en premier, Nausicaa Pompine de la ville de Lyon. Merci. Alors, je vous ai donné, la ville de Lyon, c'est un gros portefeuille de marques. On a 80 marques déposées, actifs, protégés, que l'on surveille, qu'on fait de la veille, voilà, tout ça. Et un modèle. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Alors, classique, je vous ai mis plutôt des semi-figuratifs, du coup, donc, plutôt qui sont de logo. Mais bon, la ville de Lyon, en tant que collectivité, de toute façon, est protégée en verbal. Mais par exemple, Fête des Lumières existe aussi en verbal, c'est-à-dire juste le texte Fête des Lumières est protégé. C'est vrai que classiquement, dans la collectivité, on a plutôt tendance à déposer des semi-figuratifs, donc des logos. Et on en a 3 qui sont proposés en licence. Donc, voilà, échanger plus aujourd'hui. Donc, la marque Ville de Lyon, la marque Fête des Lumières et la marque Pâques de la Tête d'Or, qui sont proposés en licence à des entreprises. Donc, nous, Malfroid, nous avons évidemment notre propre marque Malfroid, mais nous avons aussi des licences, les 3 licences de la ville de Lyon, Fête des Lumières et Pâques de la Tête d'Or. Et nous avons aussi Le Petit Prince, Harry Potter et Émilie et Tori. Donc, merci à toutes les deux pour cette présentation. On va pouvoir passer un peu plus dans l'essence du sujet. Donc, qu'est-ce qu'une licence de marque? Sachant que qu'est-ce qu'un achat de marque? Je n'ai pas besoin de vous présenter, de dire qu'on achète un titre. Mais la licence, c'est vraiment quelque chose de particulier parce qu'on utilise ce terme de licence pour les droits immatériels, donc par exemple une licence de marque. Mais en réalité, c'est une location, comme on pourrait louer un bien immobilier, on va dire. Donc, c'est vraiment un accord, un contrat par lequel celui qui détient la marque, donc le concédant, va concéder donc les droits d'utilisation de sa marque à un tiers qui sera lui licencié de cette marque. Généralement, les licences sont rarement gratuites, donc c'est en contrepartie d'une redevance qu'on appelle des royalties, qui est souvent un peu proportionnelle au chiffre d'affaires, ce qui permet ou au bénéfice, c'est un peu suivant les contrats. Et à cette redevance qui est basée sur le résultat de l'exploitation, on peut ajouter une somme forfaitaire ou un minimum garanti. Donc, c'est vraiment un contrat, donc tout est négociable. Vous allez voir, on peut le répéter plusieurs fois, finalement, on peut tout négocier, mais il y a des choses à avoir en tête comme base, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. J'ai voulu vous présenter le fait qu'elles peuvent être concédées à titre exclusif ou à titre non exclusif. Donc, à titre exclusif, c'est personne d'autre que le licencié peut exploiter la marque. Même celui qui est dans la licence exclusive s'interdit lui-même d'exploiter la marque. Donc, c'est vraiment des cas qui peuvent être un peu plus particuliers, comme par exemple une holding qui détiendrait toutes les marques et concéderait une licence à titre exclusif à l'une de ses filiales, par exemple. Ou alors, ça peut vraiment être
une entreprise qui a déposé une marque mais n'a pas l'intention de l'exploiter lui-même et veut confier exclusivement à une seule personne l'exploitation de cette marque-là. Et de l'autre côté, on a à titre non exclusif. Donc, à titre non exclusif, pardon, on a vraiment la possibilité de faire autant de licences que l'on veut, à autant de licenciés, de tiers que l'on veut, sur des portées différentes. Donc, c'est vraiment deux choses. Soit on est tout seul, soit on est plusieurs à exploiter la licence. Les clauses essentielles d'une licence de marque, c'est vraiment avoir en tête qu'il faut tout prévoir. Alors, on ne peut pas tout prévoir, mais essayer de prévoir un maximum de choses. Donc déjà, quelle va être la portée de la licence? Sur quels produits et services j'aurai le droit d'apposer la marque ou de l'utiliser? Sur quel territoire? Est-ce que quand j'ai une marque, par exemple, de l'Union européenne, je veux l'exploiter qu'en France, ou alors je me dis, je veux quand même les produits, les pays frontaliers, je vais chercher l'Espagne, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, par exemple. Sur quel temps? Est-ce que c'est pour 1 an, c'est pour 2 ans? Est-ce que ça se renouvelle tacitement? Est-ce que ça se renouvelle avec un nouveau contrat à chaque fois? De se dire que dans tous les cas, le contrat se termine, mais on peut en faire un nouveau. C'est vraiment des notions à avoir en tête. Comme je vous l'ai dit, gardez cette idée, on va dire, c'est un peu pratico-pratique comme exemple, mais cette idée de je loue quelque chose comme je louerais un appartement ou une voiture. Donc, j'ai des délais. Est-ce que j'ai le droit de l'avoir pendant 5 ans? Est-ce que c'est à durée indéterminée? Vraiment, toutes ces notions doivent être inscrites dans le contrat. Donc, forcément, le caractère exclusif ou non qu'on a déjà vu. Et puis, le cahier des charges. Comment est-ce que j'ai le droit d'utiliser la marque, sur quel produit, avec quelle taille, quelle police, quelle couleur, ce genre de choses. On a forcément aussi les droits et obligations des deux parties. Donc le licencié, forcément, il a le droit d'utiliser la marque. Est-ce qu'il a le droit de la modifier ou pas? Est-ce qu'il a le droit de la sous-louer, de faire une sous-concession de licence ou pas? Forcément, il a l'obligation de l'exploiter activement. On va chercher, quand on est concédant de licence, à ce que la licence vive, donc que la marque qu'on a donnée en licence soit vraiment utilisée. Il y a aussi l'obligation généralement de respecter des standards de qualité. Quelqu'un qui va concéder une licence sur sa marque veut que cette marque soit conforme à ce qu'elle utiliserait elle, que ce ne soit pas généralement apposé sur des produits de basse qualité ou des produits qui soient trop éloignés de son marché, ce genre de choses. Du côté du concédant, lui, forcément, il s'engage à ne pas contester l'usage, à ne pas agir en contrefaçon contre son licencié sous certains cas, parce que c'est ça qu'il donne aussi en licence. Il s'oblige aussi à maintenir la marque en vigueur, donner une licence sur une marque si le titre disparaît, ça n'a plus de sens, donc il s'engage aussi à ce genre d'obligation. Il peut y en avoir plus, c'est vraiment des exemples, on va dire, de la base à avoir. Et enfin, les termes financiers, comme je vous parlais tout à l'heure, des redevances, des sommes forfaitaires, quelles sont les garanties minimales qu'aura le concédant, peu importe le chiffre d'affaires qui sera fait, par exemple. Est-ce qu'il y a une avance? Est-ce que les paiements interviennent, par exemple, tous les mois, tous les trimestres, à la fin de l'exercice financier? C'est toutes des choses qui doivent être prévues. Je vous ai mis aussi les exemples de quand on prend une licence ou quand on donne une licence. Donc, la licence out, je donne une licence à quelqu'un. Donc, l'objectif, c'est de monétiser des marques dormantes, c'est-à-dire que, par exemple, je n'exploite pas une marque qui est enregistrée pour des bijoux parce que je fais des chaussures, par exemple. Mais je me dis que peut-être que je pourrais donner une licence sur la partie bijouterie parce que ça générerait des revenus que moi-même, je n'exploiterais pas. Donc, c'est cette notion aussi d'aller chercher à exploiter des catégories qui sont à la base non stratégiques pour moi parce que ce n'est pas mon savoir-faire, mais j'ai la marque et donc je vais le valoriser. Je vais générer du revenu. Ça permet aussi des fois d'aller à l'export, aller chercher un licencié sur un territoire où on n'aurait pas d'usine. Par exemple, aux États-Unis, il n'a pas à avoir d'unité de production ou de structure juridique locale, de donner en licence sa marque à quelqu'un qui l'exploitera sur ce territoire-là.
forcément, ça augmente la valeur qu'on peut avoir et puis ça nous permet de faire de la croissance, mine de rien, parce qu'on va engendrer des revenus sans en faire notre part, entre guillemets, de production de notre côté. Derrière, on a plutôt la version de je prends une licence. Pourquoi je vais aller chercher une licence in, on appelle ça. C'est vraiment pour pouvoir accéder directement à la notoriété de cette marque, à une communauté déjà existante. Tout est déjà fait, la stratégie marketing a été faite, le client, la communauté, les consommateurs sont fidélisés. Donc, entre guillemets, on arrive, tout est déjà fait, c'est clé en main. Donc, ça nous permet de réduire considérablement notre budget marque d'investissement de départ pour faire vivre sa marque et la faire connaître. Ça diminue aussi le risque parce qu'au moins, on est sûr que ça va marcher puisque la marque, elle est déjà là, on ne la construit pas. Donc, on peut directement entrer sur un marché, de se dire la marque est déjà connue, certes, peut-être pas pour ses produits, mais au moins, les gens la reconnaîtront et auront confiance en elle. Je vais chercher aussi cette crédibilité-là. Forcément, il y a un petit inconvénient, c'est que je dépends contractuellement de mon concédant. C'est lui qui m'a cédé sa licence. J'ai voulu mettre un petit warning sur le fait que ce soit différent d'une simple collaboration ou d'un simple partenariat, où là, on peut avoir l'accord d'apposer une marque dans une idée de co-branding, par exemple, mais on n'a pas des droits et des devoirs sur cette marque-là en tant que telle. Et puis de la franchise, où là, la franchise, c'est un package qui est bien plus global avec un soutien financier, un soutien au business plan, un soutien dans la structure, une formation pour être dans le même moule, etc. La licence, on est bien plus libre. Après, tout dépend ce qu'on va mettre dans le contrat. L'important, c'est quand même de voir quelle stratégie adopter. Donc, à la base, quels sont les enjeux principaux quand on va prendre une licence ou acheter une marque. Donc, quand on achète du capital de marque, ça nous évite de le construire et on bénéficie de la notoriété ou de la réputation d'une autre marque. Donc ça, c'est quand on va prendre une licence ou acheter une marque déjà construite. Si on vend une marque ou qu'on la donne en licence, on va générer du chiffre d'affaires avec cet actif qu'on va revendre, comme on revendrait un bien matériel. Donc, c'est vraiment, je veux monétiser, je veux pouvoir bénéficier de moyens financiers supplémentaires. Cette marque, je ne vais plus l'utiliser. Alors, bien penser au long terme, est-ce que je ne vais plus du tout l'utiliser mais au lieu de la laisser se perdre sans la renouveler, peut-être que je peux au moins récupérer un peu d'argent en la vendant, par exemple. Et puis, donc ça, c'est les enjeux principaux. Et vous, l'important, c'est de déterminer qu'est-ce que vous voulez faire, quels sont vos objectifs à travers la licence ou l'achat. Quels sont les marchés? Est-ce que je veux acquérir sur mon marché une nouvelle notoriété pour un autre segment de consommateurs que je n'aurais pas, ou est-ce que je veux attaquer un nouveau marché complètement? Est-ce que c'est sur mon territoire? Est-ce que je veux pouvoir exporter, importer? Ce genre de choses. Donc, bien déterminer sa stratégie, ça permet aussi de bien identifier les marques qui sont intéressantes. Aller chercher une licence de marque aux États-Unis si vous ne vendez qu'en France, ça n'a pas d'intérêt. Géographiquement, ça n'a pas de sens. Donc, c'est vraiment vous déterminer vos objectifs avant de se dire oui, je vais prendre une licence, mais en réalité, qu'est-ce que je veux faire? C'est ça l'important. Et du coup, aujourd'hui, on a la chance du coup d'avoir les deux versions concédantes licence et licenciées avec la Ville de Lyon et la Maison Malfroid qui vont nous proposer leurs objectifs, nous les présenter pour que vous puissiez un peu plus être éclairés sur la stratégie. Merci beaucoup. Alors, du coup, on va commencer par voilà, les objectifs principaux qui sont poursuivis par la collectivité, donc la Ville de Lyon, dans le cadre de ce programme de licence. Donc, comme je vous l'ai dit, on a 3 marques qu'on met sous licence. Donc, on a 4 objectifs. Hein, ça va tout à fait rebondir avec ce qui a été dit d'un point de vue plutôt théorique. Nous, l'objectif numéro 1, je vous le dis, hein, c'est de protéger nos marques, justement. Par exemple, l'exemple classique, la marque Fête des Lumières, c'est au niveau de notoriété, notamment à l'international, au moins au niveau européen.
Donc c'est une marque, mais la collectivité ne l'active en vrai que sur une sous-catégorie, c'est même pas une catégorie entière, qui est l'événementiel. On organise un événement, la Fête des Lumières, mais voilà, c'est un peu le seul sujet sur lequel on est réellement protégé, puisqu'on active la marque Fête des Lumières que sur cette activité d'événementiel. On n'a pas vocation de faire autre chose. Ce qu'on voit, c'est que cette marque Fête des Lumières, elle attire des convoitises parce qu'elle a un potentiel commercial. Les touristes, mais aussi les Lyonnais, y sont très attachés. Donc, on voit que cette marque Fête des Lumières peut être amenée à apparaître sur certains produits qui sont commercialisés par des acteurs du territoire, mais pas que. Donc, pour nous, activer la marque Fête des Lumières via un programme de licence nous permet de la protéger sur des catégories où elle va être exploitée par des tiers, dans le cas des entreprises, mais pas par nous, mais du coup, elle va être protégée. Donc, par exemple, on a l'exemple de Maison Malfroid. Maison Malfroid a le contrat de licence Fête des Lumières sur la catégorie carré de soie. Donc, le fait qu'elle active cette marque commercialement dans le cadre d'un contrat de licence nous permet de la protéger. Et c'est d'ailleurs maintenant un devoir que nous avons aussi vis-à-vis de Maison Malfroid. Demain, un soyeux lyonnais ou non lyonnais activerait la marque Fête des Lumières commercialement, nous pourrions tout à fait défendre la marque Fête des Lumières en disant attendez, qu'est-ce que vous faites? La marque Fête des Lumières est un asset, un actif de la ville de Lyon, nous avons un droit de propriété, nous la protégeons et en plus, nous la protégeons parce que nous devons la protéger puisque nous l'exploitons via la Maison Malfroid. Donc ça nous permet réellement de pouvoir défendre nos marques et de s'assurer plus globalement que la marque Fête des Lumières soit exploitée en respectant les valeurs, ou en tout cas l'esprit que la collectivité souhaite avoir pour cet événement. Et du coup, sécuriser en tout cas cette exploitation commerciale qui par essence n'est pas réellement du domaine, vous l'avez bien compris, de la ville de Lyon. Donc, c'est ça que ça nous permet, c'est vraiment notre objectif numéro 1. C'est aussi, bien sûr, un outil de communication. Nos marques sont utilisées, exploitées par des entreprises, donc c'est notre façon de communiquer, d'expliquer voilà, qu'est-ce que la marque Fête des Lumières, le parc de la Tête d'Or, de le faire vivre aussi de manière différente qu'une communication affiche de co classique où on explique le parc ouvre à telle heure. Voilà, c'est aussi une façon pour nous, par exemple, on a le bon exemple là, les serres. Voilà, d'expliquer le parc de la Tête d'Or, c'est aussi un patrimoine bâti, un patrimoine architectural, historique. Voilà. Donc, c'est notre façon à nous de nous exprimer aussi sur le parc, de participer au dynamisme de l'économie locale, puisque les entreprises qui le souhaitent profitent de ces licences pour développer du chiffre d'affaires. Donc, c'est aussi leur offrir une opportunité de se différencier, de créer du chiffre d'affaires. Et le dernier objectif, qui en est quand même un certain aussi pour la collectivité, c'est de générer des recettes, du coup, via les redevances que l'on perçoit de nos sous-licenciés. Ces recettes restent modestes, mais elles participent, comme plein de recettes au sein de la ville, bien évidemment, au financement des projets communaux. Alors, ça peut être la rénovation des serres, la Fête des Lumières, qui est un gros événement. Voilà, bien évidemment, toutes ces recettes sont versées à la collectivité. Voilà. Donc, pour nous, Maison Malfroid, avoir des licences, c'est d'abord un partenariat avec des marques qui vont nous parler. C'est-à-dire qu'il faut que ça rentre dans le cadre de ce que nous faisons et qu'il y ait une logique. On ne va pas prendre une licence sur qui n'aurait rien à voir avec l'esprit de la maison. Donc déjà, pour que les gens qui déjà connaissent Malfroid ne soient pas complètement déconcertés par une marque et ne comprennent pas notre politique, il faut être très attentif à ça et il faut que le partenariat se fasse de façon très fluide. Ça, c'est notre optique à nous, Malfroid, parce que c'est comme ça qu'on travaille. Donc, avec la ville de Lyon, on parlait du foulard Fête des Lumières. Quand on commence à créer un foulard pour la Fête des Lumières, c'est vraiment un échange avec la ville de Lyon. On leur soumet un dessin et on a tout un échange. Il faut que tout le monde soit en accord avec ce dessin.
Et c'est un travail qui est très intéressant à faire et qui permet de s'enrichir. Quand on a travaillé sur le foulard de la Tête d'Or, on a appris énormément de choses. On est allé visiter le parc, on a découvert des choses, alors on habite à côté, on a découvert des choses qu'on ne connaissait pas. C'est très, très enrichissant aussi de travailler avec ces marques, quand on les choisit bien, évidemment. Alors, c'est vrai que ça va donner de la visibilité à la maison Malfroid d'acquérir ces marques, générer du chiffre d'affaires, mais il ne faut jamais oublier que la marque Malfroid reste la marque prépondérante de Malfroid et ne doit pas se laisser manger par les licences. Donc, il faut y faire très attention parce qu'une licence peut avoir un temps très déterminé. Le jour où la licence s'arrête, pour X raisons, il faut que derrière, Malfroid ne soit pas en danger, que Malfroid ne coule pas parce que le chiffre d'affaires de la licence a pris une part beaucoup trop importante. Diversifier ses cibles de marché, effectivement, toucher de nouveaux publics. Il est bien évident qu'Harry Potter a des fans immenses dans le monde entier. De faire un foulard Harry Potter permet d'aller toucher et de faire connaître la maison Malfroid à des fans du monde entier. Et on est extrêmement fiers quand un fan vient acheter un foulard Harry Potter et en même temps va acquérir un foulard Malfroid. Ça veut dire que là, on a gagné quelque chose et qu'on a présenté nos foulards et qu'ils ont plu et que les gens nous ont découvert et ont aimé ce qu'on faisait. Renforcer le positionnement comme acteur créatif, oui. Là aussi, on fait très attention à garder, quand on prend une licence, à ce que la licence nous donne l'autorisation de dessiner. C'est-à-dire qu'on va faire des carrés Harry Potter ou pour la Ville de Lyon ou pour Le Petit Prince qui seront dans l'esprit de ce que nous faisons. Et ça fait partie de la négociation avec la licence, c'est de pouvoir garder notre identité. Que le foulard, oui, représente bien le Harry Potter, Le Petit Prince ou la Ville de Lyon, mais que nous gardions notre identité créative. C'est un point qui est extrêmement important pour nous et pour l'instant, tout se passe bien. Nous avons réussi toujours à négocier ce point, mais ça peut être un petit peu difficile. Voilà, donc c'est très intéressant, mais il faut bien aussi protéger. Alors, tout dépend de l'entreprise. Si l'entreprise ne fait que gérer des marques, il n'y a pas de souci, mais quand on a une identité comme la nôtre, il faut protéger sa marque, il faut protéger le chiffre d'affaires qui est hors marque. Ne pas être dépendant de la marque, c'est très, très important. Merci beaucoup à toutes les deux. Ça vous donne déjà un bon aperçu de comment on va chercher à construire sa stratégie en fonction de quels sont nos objectifs. Cette dernière partie, elle est consacrée plutôt aux bonnes pratiques, aux pièges à éviter. Donc, je vous ai remis cette notion de bien préciser les contours de votre licence, bien préciser sa portée, sa durée, ses conditions de renouvellement ou de résiliation, parce que quand on va signer un contrat, au début, tout va bien. Mais comment négocier sa sortie s'il y a un problème, si la qualité n'est pas respectée quand vous concédez une licence, vous vous rendez compte que les produits ne sont pas de bonne qualité, ne correspondent pas aux standards inscrits dans la licence, comment est-ce que je peux résilier la licence, par exemple? Ou alors, si tout va bien, comment est-ce que je peux la renouveler un peu plus facilement que de devoir refaire toutes les démarches? D'où la notion peut-être de reconduction tacite de la licence ou ce genre de choses. Mais vraiment, il faut penser à tout prévoir au maximum dès le départ. Donc, on revient sur l'étendue géographique. La France, on a un pays qui a quand même beaucoup de frontières avec des territoires qui sont ou pas liés par des textes internationaux. On a la Suisse qui est juste à côté, mais qui est hors de l'Union européenne, par exemple. On a Andorre qui est entre l'Espagne et la France. Après, c'est des petits territoires. On a Monaco aussi qui est quand même très proche de notre territoire et qui vit aussi. Est-ce qu'on inclut ces territoires ou pas quand on parle de l'exploitation France et limitrophe? C'est des notions où il ne faut pas oublier ces territoires qui sont autour de nous si jamais on veut aller sur ces marchés-là, que la licence le permette. Le caractère exclusif ou non, on en a déjà parlé, les modalités financières, les droits et obligations de chacun et surtout ne pas oublier de faire inscrire sa licence au registre des marques
pour que le public soit informé de ce lien qui existe entre la marque et l'entreprise qui l'exploite. Les pièges à éviter, ça a été un peu teasé par nos deux intervenantes sur le côté un peu dépendant. Si je mise tout sur une licence ou sur une acquisition de marque et que ça ne fonctionne pas, ou alors que ça s'arrête, est-ce que je peux continuer à vivre ou est-ce que j'ai plus rien? Donc vraiment faire attention à cette notion de quel est mon niveau de dépendance avec cette licence ou avec cet achat de marque, et est-ce que j'ai d'autres moyens de me préserver un chiffre d'affaires si jamais ça ne marchait pas, l'acquisition de la marque ne venait à ne pas fonctionner sur un marché, ou si cette licence venait à se perdre. Bien sûr, la rentabilité, c'est quand même, on parle, il y a toujours ce volet financier dans une licence. Est-ce que j'ai pas intérêt à faire moi-même, à l'exploiter moi-même? Est-ce que ça me reviendrait pas moins cher? Enfin, moins cher, non. Je veux dire, est-ce que je ne prendrais pas plus d'argent à exploiter moi-même la marque en vendant des produits marqués que de la céder en licence, et du coup d'avoir quelqu'un d'autre sur qui je ne peux pas avoir tout le contrôle? Et à l'inverse, quand on va chercher une licence, est-ce que j'ai vraiment intérêt à aller chercher cette licence par rapport à moi faire mes produits avec ma marque? Est-ce que vraiment je vais générer des revenus grâce à cette licence? Donc, c'est vraiment quelle va être ma rentabilité réelle, ne pas aller chercher une licence qui ne va rien me rapporter par rapport à je fais mon produit avec ma propre marque, par exemple. La fin de contrat, je la remets ici parce que c'est vraiment très important de vraiment penser à se dire si, par exemple, il n'y a pas de paiement des redevances, le contrat s'arrête. S'il n'y a pas ce minimum de vente de produits, le contrat s'arrête. S'il n'y a pas d'investissement, par exemple, publicitaire pour faire vivre cette marque, ou en tout cas pas d'exploitation, le contrat s'arrête. C'est tout ce genre de choses, de bien penser à tous les scénarios possibles qui pourraient mettre fin au contrat pour ne pas rester bloqué avec un contrat de licence qui ne vous satisfait plus. Les contraintes créatives, là aussi la Maison Malfroid nous en a parlé. L'important, ça reste un contrat. Donc, il faut négocier, il faut parler de qui veut quoi, faire comment les choses, de pouvoir bien discuter de toutes les possibilités. La Maison Malfroid nous disait qu'eux négocient le fait de pouvoir faire leur propre dessin et que c'est important pour garder leur identité. Ça, c'est des choses, bien sûr, il faut en discuter et en avoir conscience pour pouvoir, vous, être satisfait, être confortable dans la licence, que vous soyez sur l'une ou l'autre des parties. Et puis enfin, l'impact sur la marque, et puis sur votre entreprise, qu'on soit concédant ou licencié, choisir le bon partenaire avec qui on peut avoir une relation de confiance. Si on n'a pas confiance en son partenaire, quand on est concédant, on va toujours être en train de contrôler, de vérifier qu'ils utilisent la marque correctement, que les produits ou les services sont d'une qualité suffisante, qu'ils ne débordent pas de leur marché, etc., etc. Donc, ça peut être très lourd. Et donc, dans ce cas-là, on se dit, si j'ai tous les inconvénients de cette licence, pourquoi je vais la signer? Et à l'inverse, quand on est licencié, si on a quelqu'un en face qui ne nous fait pas confiance, qui contrôle tout, qui a des exigences trop fortes, ça engendre une pression trop importante pour son entreprise, quel est l'intérêt d'aller chercher à obtenir une licence si vraiment la relation ne peut pas se faire sereinement? J'ai séparé maintenant les points de vigilance suivants si on est concédant, donc licence out, ou licencié en licence in. Quand on est concédant, ça peut être intéressant d'avoir une clause de non-concurrence, de se dire si je ne signe pas une licence exclusive avec un licencié, donc je m'autorise moi-même à exploiter la marque, qu'on ne soit pas sur les mêmes marchés. Généralement, c'est une clause un peu, on va dire, bateau, de se dire on ne se fait pas confiance sur les mêmes marchés. Effectivement, pourquoi je vais aller donner une licence si le licencié peut venir sur mon marché? Je vais perdre plus que je vais gagner avec ma licence potentiellement. Ou alors, ça peut être quelque chose de réfléchi pour pouvoir inonder un marché parce qu'on n'a pas les capacités de production. Une fois de plus, tout est négociable et ce qui est important, c'est vraiment votre stratégie, quels sont vos objectifs. Effectivement, quand on va donner une licence, il faut qu'on puisse évaluer le risque de si on perd le contrôle de la qualité.
comment est-ce que je peux le contrôler, comment est-ce que je peux mettre en place des suivis réguliers, comment est-ce que je peux faire attention à ce que ma marque soit posée sur des produits qui sont en ligne directe avec ce que je veux faire aussi de cette marque, le standard que j'ai imposé de qualité, que le consommateur va chercher, il va chercher cette crédibilité-là. Et puis, cette notion de quel type de licence je vais donner. Là, j'ai mis cet exemple avec l'histoire de la licence exclusive, de se dire que si je signe une licence exclusive avec quelqu'un, ça veut dire que je ne pourrais plus donner de licence à d'autres, je ne pourrais peut-être plus moi l'exploiter non plus. Donc, quel est mon intérêt? Et aussi, dans le type de licence, est-ce que je veux une somme forfaitaire en plus des royalties sur le chiffre d'affaires, parce que au moins je suis sûre d'avoir une base et ça me rapporte au moins un petit peu. Est-ce que je veux quand même avoir un minimum garanti, je veux une avance en amont? C'est tout des choses où il faut bien réfléchir à tout ça avant de concéder sa licence. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un concédant, la ville de Lyon. Du coup, un petit retour d'expérience. Alors c'est sûr, il est important d'avoir bien en tête quand on rédige un contrat de licence et après qu'on négocie du coup, avec des entreprises, que tout se négocie. Ça, il faut forcément l'avoir bien en tête. Alors, en tant que collectivité, ce n'est pas forcément de principe, on ne négocie pas tout d'habitude. Voilà, on avait plutôt tendance à se dire, bah, on va avoir un contrat type et puis on l'adaptera. Voilà, on s'est fixé 2-3 trucs. Non, en fait, tout se négocie, tout doit se négocier puisque il va falloir créer une relation de confiance, comprendre comment l'entreprise fonctionne, quel est son marché, quels sont ses objectifs. Voilà, il va vraiment falloir discuter avec ce prospect, donc voilà, cette personne intéressée, pour bien être au clair sur qu'est-ce qu'ils veulent en faire et ainsi adapter le contrat au mieux. Donc, vraiment, je conseille de prendre le temps des deux côtés, de comprendre, de savoir, de poser des questions. Est-ce que, par exemple, il y a des minimums de production? Je sais pas, mais voilà, c'est ce genre de questions que je pose. Mais en fait, du coup, quand vous lancez une production, vous en faites combien? Parce que, en fait, ça va engendrer des questions, notamment, par exemple, par rapport aux questions de fin de contrat, de se dire, bah, si on se dit qu'on fait des entreprises qui disent, bah, moi, je veux signer, je veux tester sur 1 an. OK, on teste sur 1 an, mais du coup, peut-être 1 an, vous ne pourrez plus exploiter nos produits. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de ce stock? Ah oui, donc du coup, on va négocier des périodes où on continue à exploiter, mais pas à fabriquer. Voilà, c'est vraiment de rentrer dans le détail pour s'assurer que, et nous, et l'entreprise, l'utilité, c'est que ce soit gagnant-gagnant. Les contrats, et on en a eu, on a signé, c'était pas vraiment gagnant-gagnant. Ou en tout cas, la personne, elle est allée un peu vite. Et du coup, elle s'est dit, ah, super, une opportunité, voilà, c'est génial, je signe. Conclusion, ce n'est pas gagnant-gagnant. Au final, le contrat échoue. Et en fait, voilà, au final, ça ne marche pas puisque l'entreprise n'a aucun intérêt à exploiter une licence sur laquelle elle ne gagne rien. Donc, elle s'en rend quand même vite compte. Du coup, elle ne l'exploite plus. Du coup, il faut regarder sur le contrat. Et enfin, voilà, on se retrouve dans des situations au final qui sont pas agréables, ni pour nous qui espérions exploiter notre marque, et ni pour l'entreprise qui, du coup, n'exploite plus pour des raisons contractuelles. Voilà, bien échanger, bien s'adapter aux réalités opérationnelles et aux objectifs de chacun. Voilà, nous, on est très clair là-dessus, on demande à l'entreprise, mais du coup, vous voulez la licence par de la Télécom, pourquoi? Et c'est important pour nous, c'est pas qu'on veut s'immiscer dans la stratégie de l'entreprise, pas du tout, mais c'est pour être bien au clair et bien comprendre quels sont les objectifs de l'entreprise pour s'assurer que ça correspond aussi aux nôtres, et puis qu'aussi on ne leur demande pas des choses qui au final ne font pas partie de leur stratégie. Parce que des fois on se dit, ah ben nous on aurait aimé que vous fassiez. Mais non, mais nous, ça ne répond pas à nos objectifs. Ah ben oui. Donc, vraiment se mettre clair sur les objectifs de chacun. Sécuriser les conditions de sortie. Donc là, on a eu le cas, hein. Enfin, ça arrive, il faut le faire, il faut sortir pour plein de raisons, des rachats, des liquidations. Je pense que mais quand même, à un moment, il faut se mettre d'accord sur la fin. Ou des arrêts, la stratégie évolue, bien se mettre peut-être sur les conditions de sortie, notamment quand il y a des créations de produits qui ne sont pas forcément alimentaires, mais pas
forcément avec des LUO. Donc, du coup, les produits peuvent rester longtemps. Et si c'est écrit, on est dans une discussion qui se passe bien. Quand c'est mal rédigé, on est dans des discussions qui peuvent se passer mal. Et ce n'est pas agréable, ni pour l'un ni pour l'autre, de devoir imposer une sortie, imposer une destruction, par exemple, de produits. Pour une collectivité comme la nôtre, vous imaginez bien que c'est quelque chose qui est très difficile, même si contractuellement c'est écrit, de se dire on va détruire des produits. Voilà, ça pour nous, par exemple, c'est pas une situation acceptable. Donc on préfère prévoir des conditions de sortie avec du rachat, par exemple, de la reprise. Ou même on prévoit, dans certains cas, on dit, nous, on reprendra vos stocks. Et c'est plus pour éviter, en tout cas, cette clause de sortie qui serait une destruction pure et dure, à brûler les produits. Enfin, ça, pour une collectivité, en tout cas comme la nôtre, ce n'est pas possible. Donc, bien se mettre d'accord sur les conditions de sortie et contrôler. Quoi qu'on en dise, il faut contrôler. Parce que dans toute relation, quelle qu'elle soit, il y a un contrat. Voilà, on est bien au clair au début, et puis après, voilà, des fois, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas forcément en plus manigancées par l'entreprise, mais par exemple, on parlait des pays qui sont limitrophes. Du coup, la marque se retrouve exploitée dans d'autres pays et sur lesquels, par exemple, la collectivité n'a pas protégé. Donc, bon, on se retrouve dans la situation où, par exemple, pour avoir une entreprise qui vient nous voir en disant je ne comprends pas, moi, j'exploite votre marque en Angleterre et puis j'ai reçu un courrier. Oui, mais pourquoi notre produit là-bas? Et nous, en tant que c'est là, on se doit de protéger nos marques. Donc, on peut se retrouver dans des situations aussi où, du coup, l'entreprise vient à nous en disant vous devez m'aider puisqu'il semblerait que j'ai un problème d'exploitation. Et là, mais oui, mais vous n'êtes pas censé être là. Donc, forcément, on rencontre un problème. Donc, c'est important de bien contrôler aussi ce que fait l'entreprise, sans forcément faire de l'ingérence, c'est pas du tout ça, mais bien s'assurer, vous distribuez, mais vous êtes sur quelle plateforme, vous allez dans quel réseau, etc., pour s'assurer aussi que le contrat sera respecté, qu'il n'y aura pas de dérive. Et du coup, la version licenciée des points de vigilance. Donc bien, on le redit, vérifier que c'est adéquat. Ça vient d'être dit quand même par tout le monde, d'aller chercher une licence. Il faut que ce soit en accord avec ce dont on a besoin. De négocier, forcément, quand on est licencié, on veut être le seul pour limiter la concurrence. Au moins négocier une exclusivité peut-être sur son segment, de dire je veux être le seul à exploiter cette marque pour ces produits-là, par exemple. Et de toute façon, veiller à cet équilibre économique. On parlait de cette relation gagnant-gagnant, de se dire si j'arrive pas à vendre ou j'arrive pas à atteindre un marché, un public, est-ce que le coût de la licence peut être revu? Peut-être la première année, le temps que moi j'exploite cette marque sur ce marché-là, est-ce que je peux prévoir que, par exemple, ce soit exponentiel? La première année, c'est que 3%, la deuxième, c'est 5%, la deuxième, c'est 8%, et quand on a une vitesse de croisière, c'est 10%, par exemple. Et donc aujourd'hui, on a la version licenciée avec la version MAL3 aussi. Donc c'est vrai que quand on prend une licence, il faut y être préparé. Plus la licence est chère et plus il faut se préparer. Quand on a pris la licence Harry Potter, on a travaillé pendant 2 ans avant de signer. 2 ans pour vérifier effectivement qu'on pourrait bien dessiner et obtenir ça, mais aussi pour savoir comment on allait vendre ces foulards. Ce n'est pas le tout de faire des foulards Harry Potter. Il faut être visible. Il faut avoir les moyens de vendre les quantités nécessaires pour amortir le coût de la licence. Alors, vous parliez des coûts des négociations. On peut négocier, même si on ne négocie pas le montant, parce que là, avec la Warner, on ne négocie pas le montant, mais on peut échelonner les paiements. C'est-à-dire avoir commencé à vendre et payer l'avance sur royalties de façon échelonnée sur les 2 ans, comme c'est le cas actuellement. Donc ça, ils nous l'ont proposé. De toute façon, comme disait Nausicaa, c'est gagnant-gagnant. Tout le monde, il faut faire attention d'avoir un partenariat, d'avoir d'excellentes relations, que tout se passe bien. Et ça, dès qu'on commence à être en contact, on se rend bien compte si ça va marcher ou pas.
Donc ça, c'est important. Si on sent que ça ne va pas fonctionner, qu'il va y avoir une méfiance des uns et des autres, que ça ne va pas être sain, que ça va mal se passer, il ne faut pas y aller. Il faut y aller s'il y a vraiment une relation qui se crée, une confiance. Sinon, on part dans des choses impossibles. Nous, pour l'instant, c'est le cas. Tout se passe très bien avec toutes nos licences. Et on s'est très bien préparé pour les ventes. Avoir, nous, dans notre cas, un site de vente en ligne très performant, qui fonctionne bien, et être capable de faire la communication nécessaire pour que ces produits soient visibles. Et quand il s'agit d'Harry Potter, c'est visible dans le monde entier. Donc, il y a vraiment une préparation. Il ne faut pas se lancer comme ça. Il faut vraiment se préparer, connaître sa cible, savoir à qui on va vendre et avoir une excellente équipe que l'on voit là, qui vous soutient, qui va dessiner. Nos dessinatrices, on en a 3, il fallait qu'elles aient envie de dessiner les foulards pour la ville de Lyon. C'est de la création. La création, ça ne se fait pas comme ça. Il faut que le créatif se projette dans le projet. Donc, il faut vraiment, vraiment bien se préparer. Voilà, si on doit retenir quelque chose, c'est ça. N'oubliez pas que tout est négociable et qu'on va pouvoir négocier quand on est préparé. Ça nous permet de faire la transition sur nos accompagnements, puisqu'on est là justement pour épauler les entreprises dans leur préparation et pour essayer de mettre en place des relations de confiance, comme ça nous a été présenté aujourd'hui. Donc, un petit rappel sur nos accompagnements. On pouvait toujours prendre des rendez-vous avec des chargés d'affaires de l'INPI en délégation régionale. Donc, vous avez l'adresse pour la région aura@inpi.fr. Ce sont des rendez-vous gratuits, bien évidemment. On organise des permanences avec des avocats spécialisés ou des conseils en propriété industrielle. Donc, quand il s'agit de parler contrat, ça peut être bien d'avoir aussi, bien sûr, l'accompagnement des avocats ou des conseils en propriété industrielle. Et vous pouvez, au préalable d'une prestation, faire déjà une première consultation gratuite dans le cadre des permanences de l'INPI. Et puis, bien sûr, on a une gamme plus poussée qui s'appelle Coaching INPI, qui permet d'aller un peu plus loin que ces premiers rendez-vous. Et on a différents outils pour être à vos côtés, qui passent d'abord sur des phases de diagnostic. Donc, en fonction de la maturité de l'entreprise, on peut soit réaliser des pré-diagnostics propriété industrielle, soit des empreintes pays qui sont là pour donner une photographie de l'état du portefeuille de l'entreprise en termes de propriété industrielle, mais aussi de ses bonnes pratiques en la matière. Donc voilà, on a ces 2 outils. On a un dispositif qui s'appelle le Pass Pays, qui est un dispositif d'aide financière pour mettre en place des actions portant sur la propriété industrielle. Donc, c'est quelque chose qui peut être mobilisé aussi si l'entreprise est innovante. On a le programme Masterclass qui permet là de rentrer dans une formation action plus longue qui s'étend sur 6 mois, mais qui permet d'aller bénéficier de coaching sur des sujets bien délimités. Et donc, par exemple, la partie licence ou acquisition de marque qui peut être un sujet et faire l'objet d'une intervention par un coach spécialisé. Et puis d'autres outils encore, comme la cartographie des brevets, le programme Startup qui est plutôt dédié vers nos entreprises Startup de la région, et puis le programme Alliance qui est plus pour gérer les partenariats entre recherche publique et acteurs privés. Donc voilà un petit peu le panorama. Je laisse maintenant Walter qui a peut-être collecté des questions des participants. Oui, juste avant, je vais juste citer le fait qu'effectivement, il existe aussi une aide au niveau européen qui est les semi-fonds pour les dépôts des marques. Malheureusement, pour cette année, les fonds sont épuisés. Donc, on attendra peut-être quelques mois pour pouvoir en profiter. Ensuite, je veux dire qu'on a reçu des questions pour tout le monde. Donc, certains, ils seront vraiment très intéressants à écouter. Donc, on commence quand même par Marie. Quelqu'un il a posé la question sur les prix des dépôts des marques et il n'avait pas clairement compris si les prix étaient pour les 10 ans ou par an. Donc, est-ce que tu peux préciser? C'est une très bonne question. En matière de marque, on ne paye qu'une fois pour les 10 ans.
À ne pas confondre avec le brevet, où on a cette notion d'annuité, où on sait que le brevet dure 20 ans et on va devoir payer tous les ans. Pour la marque, c'est pas du tout ça. On paye des taxes de dépôt et on est protégé pendant les 10 ans. Et dans 10 ans, on paye des taxes de renouvellement et on repart pour 10 ans. Donc, on paye une seule fois pour les 10 ans. Donc, c'est vrai que si on rationalise le coût des 190 € pour une classe, on est en fait en réalité à 19 € par an. Merci Marie. Maintenant, on passe à Nausicaa. On a deux questions, une plus belle que l'autre. Moi, je vais les lire hein, pour éviter d'altérer l'esprit de la question. Comment contrôlez-vous que la marque soit utilisée à bon escient? Exemple, un objet qui oppose la fête des Lumières alors que l'objet en question n'est aucunement lié à l'événement. Question du contrôle, en fait, Oui. hein, l'exploitation dans le but. Alors, quand on met une marque, alors, si je trouve un produit où il y a la marque Fête des Lumières dessus, donc si c'est un produit commercial, il est soit sous licence, soit c'est pas normal. Donc, moi, en tout cas, sous licence, il peut y avoir plein de produits. Hein. On a des foulards en soie Fête des Lumières, on a des tasses Fête des Lumières, on a des stylos bics Fête des Lumières. Enfin, en tout cas, techniquement, en termes de catégories produits, il y en a plein. Donc, moi, ce que je vais vérifier, c'est lors d'un contrôle, enfin, des contrôles réguliers que je fais, je vais vérifier si le produit que je vois est un produit que je connais, qui est du coup exploité par un esprit licencié. Si ce n'est pas le cas, du coup, je vais trouver l'entreprise, lui écrire et envoyer un petit courrier très sympathique au démarrage pour lui dire voilà, vous exploitez une marque de laquelle vous n'avez pas les droits. Donc, et là, on rentre dans des discussions de merci de négocier le retrait. Mais oui, il peut y avoir des produits qui sont étonnants avec la marque des Lumières dessus, mais tant que c'est contractualisé, il n'y a pas de sujet. J'espère avoir répondu à la question. En fait, je pense que peut-être aussi ajouter, est-ce qu'il y a des produits qui ne peuvent pas être compatibles avec la marque Fête des Lumières? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a, par exemple, d'habitude, les brosses, non, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un produit dans ce sens? Comment on règle ça? Et dire non, ce type de produit, non, c'est pas... Alors, nous, au niveau de la collectivité, on a un comité. Donc, un comité qui se réunit, comité de licence, où sont présents nos élus, la direction des événements, donc qui est en fait l'exploitant de la marque Fête des Lumières au sens de création de l'événement. Et donc, on leur propose des projets. Donc, eux, déjà, et d'ailleurs, présenter son projet au comité, mais donc, il y a un comité qui valide. Donc, dans ce cas de ce comité, alors, l'exemple, voilà, il n'y aura pas de sextoys des lumières. Par exemple, voilà ça, c'est facile. L'alcool aussi est une catégorie qui pour l'instant aujourd'hui n'est pas exploitée. Un produit, on a eu des questions, mais par exemple les produits souvent que vous voyez très chinois, c'est la petite bulle, c'est magnifique, à la Fête des Lumières, les enfants adorent en plastique. Voilà, nous ça par exemple c'est un produit qui pour nous ne correspond pas aux valeurs de la marque Fête des Lumières, à notre vision de la Fête des Lumières, qui n'est pas du tout celle-ci. Puis en plus, ça dénature les œuvres, en fait. Le fait d'avoir pensé lumière un peu parasite dénature les œuvres. C'est par exemple quelque chose qui, même si on avait une entreprise qui souhaiterait développer ce produit, on lui dirait non, puisque ce ne serait pas compatible avec l'exploitation de la fête. Merci Nausicaa. Alors, il reste deux questions, on peut répondre rapidement, hein, parce que là, on est vraiment en fin des webinaires. Une dernière pour Nausicaa, alors, je la lis, hein. Quel budget pour avoir la possibilité d'utiliser la marque Fête des Lumières? Est-ce que c'est un pourcentage sur les ventes? Et si oui, comment contrôler les ventes? Et est-ce qu'il y a un budget fixe, un montant? Ok. Alors, donc, cette entreprise peut nous contacter, déjà, label.licence@villederio-fr. Donc, je suis derrière cette adresse, donc je répondrai bien sûr plus en détail. Et comme je l'ai dit, tout se négocie. Donc, c'est vrai. Chaque sous-licencié présente un projet et en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de sa catégorie, de la difficulté de développement, vraiment tout se négocie. Donc oui, il y a des entreprises qui sont que sur un pourcentage de chiffre d'affaires. J'ai envie de vous dire,
Et ça fonctionne comme ça et ça va bien. Il y a des entreprises plus grosses sur lesquelles on demande un minimum de garantie qui est plutôt là pour nous sécuriser sur l'exploitation réelle et sérieuse de la marque. Mais vraiment, tout se négocie. Et en tout cas, dans le cadre du programme de licence Ville de Lyon, on a des toutes petites entreprises et on a des très belles entreprises du territoire, on va dire très grandes, mais en tout cas, voilà, on a la Maison Pralu avec nous. Donc, oui, ce n'est pas les mêmes contrats forcément quand on travaille avec Maison Malfroid, Maison Pralu, et quand on travaille avec Atelier Coton, par exemple, qui est un sérigraphe lyonnais, qui reste une petite structure. Donc, on adapte nos contrats de licence, et ça, on en est très fiers et en tout cas très attentifs pour que les acteurs qui le souhaitent, qui ont des projets qui font sens, puissent participer à l'exploitation de nos marques. En tout cas, on a bien compris, tout se négocie. Dernière question vraiment pour Valérie. Ça se lie aussi à ce qu'on a dit avant au niveau de la dépendance quand on acquiert une licence. Quel est le pourcentage des chiffres à faire qui est obtenu grâce à cette exploitation des licences? Et est-ce qu'il y a un chiffre et des pourcentages qui vous évitez d'aller au-delà au niveau du pourcentage global de chiffre à faire? Alors, on a fait le calcul pour Noël, parce que c'est évidemment les plus grosses ventes. Donc, en début janvier, on a regardé quels ont été les pourcentages de vente. Donc, Malfroid a fait, donc les foulards Malfroid créés par nos stylistes pour la marque Malfroid, on fait 45% des ventes. Ça n'est que le chiffre d'affaires du site de vente en ligne, hein, voilà, 45% des ventes. Le Petit Prince a fait 10% des ventes et Harry Potter a fait 45% des ventes. Donc, on était très fiers du résultat, d'avoir, juste avec les produits Malfroid par rapport à Harry Potter, d'avoir fait autant et on était très contents du résultat. Mais de toute façon, on n'a pas tellement la main dessus. Hein. Après, on a la main juste au niveau des publicités, c'est-à-dire toute la communication faite autour de nos produits. On fait très attention à ce qu'il y ait autant de communication sur chaque licence et sur la maison Malfroid et les foulards Malfroid. Merci Valérie. Là, on est vraiment en tout fin du webinaire. On remercie tout le monde pour être resté jusqu'au bout. Donc, merci Marie, merci Cécile, merci Nausicaa, merci Valérie. Merci aussi à tous les participants qui sont restés vraiment pour attendre jusqu'aux questions. De ma part, je pense qu'on a bien balayé les sujets et qu'évidemment, on reste tous à disposition pour échanger, continuer, pour approfondir effectivement toutes les possibilités. L'INPE sera ravi de continuer à accompagner toute entreprise qui puisse traiter ce type de sujet. Un grand salut à tout le monde et à la prochaine. Merci Walter, merci à l'agence. Merci. Au revoir.